Bienvenue à ce séminaire en ligne qui a pour but de vous initier au pouvoir inconnu du monde intérieur. Alors, j'aimerais vous présenter Nicolas Bornemisza, avec qui nous avons créé ensemble une méthode qui s'appelle les images de transformation. Et cette méthode a toute une histoire que l'on va vous raconter au fur et à mesure de ces rencontres que l'on va vivre dans ce séminaire. Bonjour Nicolas. Bonjour Marie-Lise. Alors oui, effectivement, il y a une quinzaine d'années, vous m'avez entraîné dans cette aventure. En effet. Nous avons pu réunir nos expériences, nos idées pour créer cette méthode. Et nous avons formé des personnes. Moi, je vois un peu ce que nos élèves rapportent comme succès auprès de la personne souffrante. Oui. Et même si je n'aime pas nécessairement ni enseigner, ni parler, tout simplement, ça me fait drôlement plaisir que, au bout de ce temps, maintenant, cette méthode répond à nos rêves peut-être que nous avons attachés à cela. Oui, merci beaucoup. Enfin, cette méthode a débuté il y a des années à partir de mon expérience de guérison d'une maladie auto-immune qui s'appelait la polyarthrite rhumatoïde. Et pendant que j'étais en train de vivre cette guérison profonde intérieure, j'étais en présence d'un monde que je n'avais pas encore rencontré. Et donc, quand je travaillais mon corps à travers la méthode psychocorporelle, venaient à moi des images visuelles, des images kinesthésiques, des images auditives. Et soudainement, j'ai pris conscience que dans le processus intérieur que je vivais de la maladie, j'avais un univers d'autodestruction rempli d'images très, très, très négatives sur moi-même. Ce n'était pas que des images visuelles, mais c'était aussi des images auditives où j'entendais à l'intérieur de moi une voix qui me disait que j'étais nulle, que je n'avais pas le droit d'exister, enfin, tout un univers. Donc, en me guérissant, j'ai découvert mon monde intérieur, j'ai découvert le pouvoir des images intérieures sur ma santé. C'est ce qui m'a permis de me guérir, parce qu'au fur et à mesure de ma guérison, je découvrais qu'il y avait une transformation qui se faisait des images négatives en images beaucoup plus positives, expansives. Et tout ça se faisait naturellement. Donc, quand j'ai complété mon processus d'auto-guérison, j'ai entendu parler du docteur Simonton, qui a écrit un livre « Guérir envers et contre tout », et qui lui parlait du pouvoir des images sur le cancer. Et donc, je suis allée suivre une formation avec lui au Colorado et au Texas pour vraiment prendre conscience que le processus que moi j'avais vécu de guérison était un processus tout à fait naturel et que lui enseignait à des intervenants, des thérapeutes, comment agir, comment aider le patient à transformer les images qu'il avait de son cancer en images positives. Le seul hic que moi j'ai trouvé face à cette méthode, à la méthode du Dr Simonton, c'est que le dialogue qu'il avait avec l'inconscient et que moi j'avais vécu à travers mon processus de guérison était plus limité. Alors c'est là que je suis allée chercher mon grand ami spécialiste Nicolas Bornemisza, spécialiste junguien, spécialiste dans le dialogue avec l'inconscient, et ensemble on a créé cette formation qui s'appelle Images de transformation. Ce séminaire peut être vécu par vous comme vous le désirez, juste pour vous-même. Vous allez être guidé dans plusieurs processus et au fur et à mesure, nous allons vous indiquer à la maison comment quelquefois quitter l'écran de votre ordinateur et prendre des notes ou tout simplement fermer les yeux et être guidé par nos voix.
nos voix, les voix qui parlent et qui vont vous guider. Alors évidemment aussi, pendant ce séminaire, il y a toujours possibilité de communiquer ou après, toujours sur un blog qui va exister pour ce séminaire et nous pourrons répondre à vos questions. Alors évidemment que les questions concernant toute la dimension des symboles et tout ça, dont Nicolas va vous parler dans quelques minutes, et aussi toute sa façon de travailler avec les rêves, ces questions s'adresseront plus à Nicolas. Et moi, je répondrai à des questions beaucoup plus pratiques concernant la méthode. Alors, nous entrons ensemble dans cette initiation au pouvoir inconnu du monde intérieur. Et je souhaite qu'à la fin de ce séminaire, bien, le pouvoir soit de plus en plus connu face à votre monde intérieur. Voilà, alors, ce pouvoir, comment le retrouver vraiment, qui est notre objectif. On parle des images. Alors, c'est un monde, et c'est un monde qu'on appelle bêtement l'inconscient. L'inconscient, c'est un terme qui veut rien affirmer. C'est un peu comme on dit en Inde, dans le yoga, dans la philosophie hindoue profonde, que notre être, c'est le vide, notre vraie existence. Au fond, on sait très bien que ce vide est plein de bien des choses. L'inconscient, c'est une dénomination prudente. Et pour s'approcher de ce monde, n'est-ce pas, il nous faut une base. Et pour moi, bien sûr, dans toute la recherche que j'ai faite pendant une quarantaine d'années par rapport au monde intérieur, graduellement, ça m'a amené justement du yoga vers Jung. Pour moi, Jung est un peu une sorte de Bouddha contemporain. C'est un initiateur de l'humanité qui présente une image de l'être humain qui auparavant n'a jamais existé. Et ça découvre alors une forme de richesse en nous si on s'ouvre à cette information. Jung, bien sûr, il y a une complexité dans son enseignement, mais pour moi, ce qui est le plus important peut-être, on va revenir sur bien d'aspects de cet enseignement, mais le plus élémentaire et ce qui nous amène le plus loin, c'est que Jung, finalement, nous parle du divin, de cette dimension transcendantale en chacun de nous, comme les grandes religions et les grandes philosophies ont déjà parlé depuis des millénaires. Pour cette raison, je considère Jung comme le grand esprit œcuménique de notre temps. Je peux vous donner quelques exemples, n'est-ce pas? Mettons le taoïsme en Chine. Cette forme de philosophie révolutionnaire, individualiste, dont Lao Tse, un des grands initiateurs, et il y a aussi Chuang Tzu, le second tel que connu. Souvenez, Chuang Tzu, un bon philosophe, réfléchit sur son monde. Un après-midi, il est dans son jardin, il s'endort. Et il rêve qu'il est papillon. Ça l'amuse beaucoup, il vole de fleur en fleur. Mais quand il se réveille, un bon philosophe pose la question, qui suis-je? Suis-je Chuang Tzu qui rêve qu'il est papillon, ou je suis un papillon qui rêve qu'il est Chuang Tzu? Bon, à part l'élément humoristique, c'est ça l'enseignement de Jung en résumé. Suis-je Chuang Tzu?
moi, mon âge, mon sexe, ma culture, que sais-je, ou suis-je le papillon qui est symbole du soi, un symbole de totalité? Et ça, c'est la grande question qui revient aujourd'hui à la page, qu'on essaie de savoir qui suis-je vraiment, ma petite personnalité que je connais relativement bien, ou que je peux m'identifier avec cette immensité que je porte et qui me porte. Et qui nous est aussi inconnue. Et voilà, c'est justement ma motivation là-dedans. C'est que moi, personnellement, j'en tire beaucoup de cette façon de me comprendre. Autour de moi et chez mes élèves, je vois aussi cet enthousiasme par rapport de cette immensité qu'on découvre, n'est-ce pas? Et à partir de là, un nouveau monde nous paraît. Une autre de mes motivations, et depuis longtemps, vient de la rencontre d'une dame atteinte de cancer de sein, qui vient pour la première fois, on prend contact, elle revient la seconde fois, elle me dit « Nicolas, franchement, je ne comprends pas votre histoire. Vous me parlez de cet inconscient qui pourrait me guérir ou de me tuer. » Je ne sais pas quoi penser de cela, mais s'il est vrai qu'il y a un monde intérieur qui peut me tuer ou de me guérir, dites-moi s'il vous plaît alors pourquoi pendant toute ma vie j'en ai jamais entendu parler. Il y a là quelque chose d'inadmissible avec tout ce qu'on voit, les 150 canaux de télévision qui nous racontent n'importe quoi. Les choses les plus importantes par rapport de nous restent connues pour un petit groupe privilégié ou groupe courageux. Dans mon processus de guérison, je n'aurais jamais pu me guérir si je n'avais pas découvert et si je n'avais pas déjà été à l'écoute de ce monde intérieur. Parce que déjà, avant même, à l'intérieur de mon processus de la maladie, je lisais Jung, j'étais fascinée par ce qu'il nommait sur le monde intérieur, sa vie, son histoire. Et déjà, j'étais attirée à mieux me comprendre. Et ça, c'est très important. C'est la clé vers un processus de guérison. Ça fait dans ma compréhension, justement, du processus de Marie-Lise, que par bonheur, je connais assez bien, oui. N'est-ce pas? C'est que je vois chez elle, au moment où il est vraiment mal prise, voir ce courage, cette détermination, et que, étape par étape, elle va au fond de ce qui peut lui apporter la guérison et la transformation. Au fond, proposer une méthode, évidemment, c'est envers tout le monde. Nous n'apportons pas, en faisant notre effort, une aspirine contre le telle ou telle douleur de l'âme. Au contraire. L'exemple de Marie-Lise nous montre jusqu'à quel point ça prend cette détermination. Mais si vous permettez, je reviens un peu sur Jung encore. Vous avez vu, en parlant de Louise, ça m'a mis un peu dans les émotions. Vous comprenez peut-être. Mais en revenant sur Jung, en parlant de Chuang Tzu, dans une autre grande culture qui influence beaucoup l'Occident maintenant, l'Inde, la spiritualité hindoue, n'est-ce pas? La phrase clé de la spiritualité hindoue, au moins dans le temps de Upanishads, c'est Tat Tvam Asi. Tu es cela, c'est ce que ça veut dire tout simplement en français. Et le sage Aruni dit à son fils, mon fils, tu es déjà cette lumière de l'esprit, cette
dimension divine que tu cherches à connaître. Jung nous dit exactement la même chose. Si on l'a entendu, si on a eu l'occasion de connaître cette pensée. Mais aussi, plus proche de nous, ce qu'on dit dans l'Évangile, n'est-ce pas? Le royaume des cieux est en vous. À quelque part, on est déjà des êtres illuminés et nous ne le réalisons pas. C'est-à-dire illuminés par notre lumière intérieure et nous ne le réalisons pas. Oui, oui. Justement, et c'est ça, en s'approchant de monde jungien, de cette immense réalité qu'il nous présente. Je vais sans doute reparler très souvent pendant notre séminaire de Marie-Louise von Franz. Elle était la plus proche collaboratrice de Jung et à la mort de Jung, c'est elle qui a continué un peu à amener le vrai mouvement jungien à travers le monde. Il y a une de ces phrases que j'aime beaucoup de chez Marie-Louise, c'est quand elle dit « Si nous pouvions retirer toutes nos projections jusqu'à la dernière trace, nous accéderions automatiquement à la conscience cosmique. » Sommes-nous ici dans un monde de psychologie ou sommes-nous ici, comme vous le suggérez, dans une dimension spirituelle si peu connue? Exact. Alors voilà, on peut donner beaucoup d'exemples par rapport de Jung, par rapport de grandes philosophies et spiritualités du passé, mais où je veux venir plus que si par le passé on connaissait déjà ces dimensions que Jung a redécouvertes en quelque sorte, pourquoi l'humanité ne serait pas déjà aujourd'hui dans une phase un peu plus paisible, un peu plus jouissive? J'ai 4 propositions pour ça et ces 4 propositions nous allons développer alors au cours de notre séminaire. La première est que quand un être humain a l'intuition, a l'expérience d'une nouvelle manière d'être, que ce n'est pas très populaire. Vous savez très bien ce qui est arrivé au Christ. Al-Hajj, le mystique musulman du XIIe siècle, il est au mosquée, il fait l'expérience et il ressort sur la place publique et déclare à ses amis, « Le bien-aimé et moi, nous sommes un. » Il est crucifié pour ça le même jour. N'est-ce pas? Chez les taoïstes, je viens d'en parler, on les exécutait par dizaines de milliers. Et ça vient encore aujourd'hui. Combien de fois les enfants qui posent la bonne question aux parents, qui leur racontent leur découverte, et j'ai vu ça dans ma pratique psychothérapeutique, ce qu'ils reçoivent, c'est des gifles, c'est des remontrances. Laisse-nous tranquille avec tes bêtises. Et souvent alors, l'enfant ferme la bouche. La deuxième raison, bien sûr, pour laquelle nous ne voulons pas accéder à l'inconscient, parce que dès qu'on a une première expérience, on se rend compte que finalement, ce qui en ressort, c'est l'obscurité, c'est le malaise, c'est la souffrance revécue. Alors, merci beaucoup. Non, si c'est ça que vous m'apportez, donnez-moi quelque chose de mieux que ça. Mais ça, je rencontre souvent ça dans ma pratique. Les gens ont très, très peur de découvrir une douleur qui est là, mais qui est de toute façon là, et qui les mène, et qui les ronge, et qui prend possession de leur vie à quelque part. Alors là, s'il fallait que je nomme ma difficulté, s'il fallait que je nomme qu'est-ce qui est douloureux, allons rencontrer qu'est-ce qui est douloureux pour le guérir. Voilà. Et pourtant, quand on connaît moindrement cette dimension de l'être humain, nous savons qu'il n'y a pas de guérison sans catharsis. Enfin, il y a peut-être des exceptions. Mais
si on ne revit pas cette souffrance, qu'on essaye d'ailleurs cacher par tous les moyens, Freud l'a appelé censure, que quand nous allons en thérapie, nous allons parler de n'importe quoi, sauf ce qui nous fait vraiment mal. Tout à fait. Et le mensonge à soi-même, on peut se mentir pour éviter de sentir ça. Tout à fait. Freud pensait déjà que si on arrive à faire une catharsis vraiment à fond, qu'on a déjà guéri. Enfin, c'est compliqué. Où je veux revenir sur cette idée qu'on a tellement peur d'ouvrir donc, cette dimension, j'aimerais illustrer l'inconscient d'une façon un peu imagée, mais qui donne une idée autre chose que des termes théoriques. J'utilise pour ça le premier conte qui nous vient de la collection 1001 nuits. Et dans ce conte, il y a un pêcheur qui, du matin au soir, essaye d'attraper du poisson au bord de la mer, aucun succès, et un peu découragé, le soir venu, il dit « Je vais encore jeter 3 fois mon filet, et sinon, tant pis, je rentre. » 1 fois, rien. 2 fois, rien. 3, ah, ça devient très lourd. Ah, ça doit être un grand poisson. Mais il tire le filet, non, il n'y a pas de poisson, mais il y a une grande urne incrustée de coquillages, dont ça a dû rester longtemps au fond de la mer. Un trésor. Il ouvre le couvercle, et ce qui en ressort, c'est une énorme poussée de fumée noire. De cette fumée se matérialise un génie, très fort, très puissant, et qui annonce à notre pêcheur « Maintenant, je vais casser ton cou. » C'est pas merci, qu'est-ce que c'est que ça? C'est de mon cou qu'il s'agit, mais comment ça se fait? J'ai pas de temps à raconter ça. Oui, mais moi ça m'intéresse. Ok, alors le génie résume son histoire. Il y a longtemps, j'étais un esprit libre et je faisais partie de la vie des humains. Et les humains étaient plus ou moins heureux avec mon influence. Mais un roi très puissant est venu au pouvoir qui n'aimait pas que je sois dans la vie des humains. Il m'a fait attraper et ils m'ont jeté au fond de la mer. Alors là, c'était assez ennuyeux et je fais un vœu. Quiconque me libère, je vais le rendre l'être humain le plus riche de la terre. Mais les siècles et des millénaires passaient. C'était tellement ennuyeux que finalement, je changeais mon vœu et je disais « Quiconque me libère, je le tue sur le champ. Alors, toi, tu vas y passer. » Quand l'heure est grave, quelquefois l'intuition se met de la partie et le pêcheur dit « Je ne prends pas ta salade. » Un grand génie, dans une urne comme ça, mais pour qui tu me prends avec une histoire pareille? Alors le génie se remet en fumée, rentre dans l'urne, notre prêcheur referme le couvercle. Et c'est là où la négociation commence. C'est vraiment une analogie extraordinaire, ce que nous pouvons faire avec l'inconscient. Si l'inconscient envahit trop vite notre conscient, notre ego, ça peut nous rendre carrément schizophrènes. Et incompréhension, la définition de la schizophrénie, c'est que c'est une situation où l'inconscient envahit le conscient, trop jeune, peu développé. Alors, c'est au fond, nous pouvons aussi l'imaginer de cette histoire, qu'en chacun de nous, il y a une urne, laquelle nous pouvons réouvrir les contenus pour notre plus grand bien graduellement.
C'est ça, et apprivoiser l'inconscient. Ce qu'on amène vraiment dans la méthode de transformation, Exactement. les images de transformation où on trouve une difficulté, on part évidemment d'un thème, et ça on va vous l'expliquer plus tard dans le séminaire, et on apprivoise petit à petit le contact avec l'inconscient et le dialogue. Voilà. Alors déjà, un peu m'inspirant de vos points de vue, je vais résumer rapidement les deux autres obstacles ou résistances envers un bon contact avec l'inconscient. Troisième, c'est le langage. Quand l'inconscient s'exprime, plus souvent qu'autrement, on ne comprend rien. Ce qui fait dire à cette dame, Marie-Louise von Franz, pourquoi ce maudit inconscient parle le chinois? En effet. N'est-ce pas? Donc, ça nous cause des problèmes. On commence à rejeter aussi tout ce monde si ce n'est pas compréhensible. Et pour ça, on va y revenir, bien sûr. Oui. Le symbole est extrêmement important. C'est un langage extrêmement ancien et il nous faut... Puissant et extraordinaire. Hein? Puissant puisque, vous le mentionnez aussi, je cherche cette petite affirmation de Jung qui nous intéresse depuis longtemps ensemble beaucoup, c'est que le symbole non compris devient des symptômes. Exactement. Une direction qu'on va suivre. La quatrième raison pour laquelle il est très difficile de comprendre l'inconscient avant Jung, même avec les nombreuses écoles et des grandes écoles de psychologie, c'est que la seule école moderne de psychologie qui s'occupe des archétypes, c'est l'école jungienne. C'est Jung qui a, pour ainsi dire, proposé à l'humanité que nous sommes remplis d'archétypes, que ces archétypes dirigent souvent notre vie et que nous avons tout intérêt de les rencontrer, de se concilier avec eux pour réussir notre vie. Au niveau des archétypes, vous allez y revenir un peu plus tard en les présentant. Pourriez-vous donner pour les auditeurs une description de ce que c'est un archétype maintenant? C'est, au fond, c'est une longue histoire et je voudrais évidemment aller là-dedans un peu étape par étape. Oui, mais puisque nous en parlons et comme maintenant tout le monde en parle d'archétype, mais à peu près personne ne sait ce que c'est. Donc, une façon de nommer l'archétype, que c'est des dimensions psychiques intérieures qui viennent de l'instinct. Autrement dit, archétype, c'est un instinct humanisé. Un oiseau qui va bâtir un nid, c'est un instinct. Un être humain qui va bâtir ou se faire bâtir une maison, c'est un archétype. Ma culture va participer là-dedans, mes goûts, etc. Alors ça, c'est évidemment juste rapidement et on va y revenir. C'est ça. Où je voudrais maintenant peut-être terminer ce préambule, c'est qu'au fond, dans cette méthode, ce qui est la vraie motivation et ce que on a vu ça même avant de se rencontrer, Marie-Lise de son côté et moi de mien, c'est que le rapport, le partenariat avec le monde intérieur peut nous aider de guérir nos corps, peut guérir nos esprits, peut harmoniser nos relations avec nos parents ou avec nos enfants. Ça nous permet de rencontrer la vieillesse sous une toute nouvelle base et même la mort. C'est étonnant, vous savez, jusqu'à quel point que cet inconscient nous accompagne dans
ces différentes étapes de notre vie, et même jusqu'à la mort. Alors c'est un peu pour ces raisons, et nous allons vous apporter les exemples en grand nombre pour montrer pourquoi nous, Marie-Lise et moi, nous sommes un peu des inconditionnels de ces fameux inconscients, de ce monde merveilleux. Ce monde intérieur. Et cette dimension que, parce que le thème finalement de ce séminaire, c'est l'initiation au pouvoir inconnu du monde intérieur. Et là, vraiment, le but pour nous d'explorer avec vous et de vous aider à apprivoiser certaines dimensions et par des explications, par des processus, des exercices, c'est que ce pouvoir du monde intérieur devienne une dimension de plus en plus connue et qui peut être apprivoisée et dont on a moins peur. Parce que quelque chose qui m'a beaucoup aidé dans mon processus de guérison, c'était de mettre en image, de faire circuler tout un monde émotionnel qui était enfoui dans mon corps, dans ma chair, et qui me rendait malade, vraiment. Et tout un monde aussi de formes pensées, de croyances. Et de mettre tout ceci en mouvement à travers les rêves, les symboles, m'a permis vraiment une grande libération et un processus de guérison. Donc évidemment, nous ne sommes pas là à vous dire « nous pouvons guérir ». Non. La seule personne qui peut se guérir, c'est vous. Alors ce n'est pas une méthode qui guérit. Vous êtes le plus grand outil. Nous allons vous le rappeler. Et c'est important que vous découvriez par vous-même que vous êtes le maître de votre vie, le maître de cette rencontre avec votre inconscient et votre conscient. Alors, dans quelques minutes, nous allons vraiment débuter encore plus en profondeur le séminaire. Merci beaucoup. Merci Nicolas. Voilà, merci Marie-Lise. Merci à vous.